Coucou Pauline, Salut Doric. merci d'être là. Franchement, je Avec suis trop plaisir, contente. plaisir. Enfin, on y arrive. On y arrive, ton agenda de ouf, mais franchement, tu m'accordes ce temps, donc merci. On va passer un moment riche ensemble. On a beaucoup de sujets à aborder. Ouais. Et je vais te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas ton visage. Donc, tu es joueuse de tennis fauteuil française et militante de la sécurité routière. Tu es l'autrice du livre Impossible aux éditions HarperCollins et Canal+ a fait un documentaire du même titre sur toi. Tu as une histoire très forte. Tu as été percutée par une voiture alors que tu es sur le trottoir. Tu es amputée d'une jambe à 28 ans et tu rencontres le chauffeur qui est âgé de 92 ans. Comment elle se passe cette rencontre? Ça a été une rencontre hyper forte en termes d'émotions. J'ai pu rencontrer ce monsieur dans le cadre de ce qu'on appelle la justice restaurative. Donc c'est une médiation qui peut exister entre les deux parties pour avoir un espace de dialogue. Et pour moi, c'était très important de comprendre à qui j'avais affaire, de mettre un visage sur ce monsieur qui m'a pris ma jambe. Et voilà, de connaître les circonstances de mon accident, puisque les informations que j'avais, qui ont été données par l'enquête, c'était que ce monsieur, il a confondu les pédales, il a appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein. Il était très âgé, il était dans un état pas terrible, physiquement, cognitivement parlant, et j'avais besoin de comprendre quelque part, parce que moi j'ai toujours voulu comprendre, même ce qui est incompréhensible. Donc parfois tu te cognes un peu la tête, mais là pour moi c'était important. Et voilà, c'était un moment très fort, on s'est dit beaucoup de choses, c'était un échange profondément humain et à la fois très dur, parce que c'est difficile quand on voit un monsieur d'un grand âge pleurer. Voilà, on a tous eu des grands-parents, on est tous sensibles, aux personnes âgées, et voilà, moi j'ai compris à ce moment-là que ce monsieur, il a été vraiment victime de lui-même, que c'était un conducteur exemplaire, mais qu'il était plus en bon état pour continuer de conduire, et que comme il n'y a pas de loi qui existe, et c'est là tout mon combat, malgré toutes les précautions qu'il a prises, l'accident dans lequel j'ai été n'a pas pu être évité. Et il y a clairement eu un avant et un après cette rencontre avec ce monsieur. Donc j'ai pu fermer une page, et heureusement qu'il y a eu cet échange, parce qu'il y a pas eu de procès, parce qu'il est décédé avant, et je pense que lors d'un procès, j'aurais pas pu avoir la qualité de l'échange qu'on a eu, donc ça m'a rendu service. Mais c'est ça, parce que ce monsieur, il te dira, en fait, si la loi m'avait empêché de conduire, j'aurais respecté la loi. S'il y avait une loi, je Ouais, l'aurais respectée. Ouais, c'est ce sont ses mots. c'est ça. Il me l'a dit comme ça, et je l'ai cru, ce monsieur, parce qu'encore une fois, c'était quelqu'un de responsable, anéanti par ce qu'il avait fait, parce on est quand même 3 à avoir été impliqués dans cet accident, 3 jeunes, donc 3 vies brisées, et la sienne et celle de sa femme en plus. Donc ça fait beaucoup de vies brisées pour quelque chose qui aurait pu être évité si une seule personne avait arrêté de conduire, en l'occurrence lui. Et effectivement, voilà, ce monsieur, il me dit: «S'il y avait une loi, je l'aurais respectée». Et c'est vrai que cette phrase, elle m'a donné beaucoup de force aussi, encore, pour mener le combat que je mène aujourd'hui dans la sécurité routière, parce que même lui qui m'a fauchée, qui m'a pris ma jambe, il me l'a dit, en fait, et ça, c'est très important. Et voilà, j'ai réalisé que, il était, comme je le dis souvent, victime lui aussi dans cet accident. Et victime du fait que, le permis aujourd'hui, c'est illimité. Ouais. Et toi, aujourd'hui, c'est vraiment ton combat. Totalement, voilà, moi j'avais déjà été confrontée à cette problématique dans ma famille, où mon grand-père ne voulait pas arrêter de conduire, et c'était un danger public, et la seule solution qu'avait trouvée ma mère, c'était de nous interdire à nous, enfants, de monter dans sa voiture. Donc voilà, utiliser un subterfuge. Et après cet accident que j'ai eu, je me suis rendu compte que toutes toutes les personnes autour de moi ont eu ce problème dans leur famille, avec un parent, un grand-parent, et que ça concernait énormément de personnes, et qu'effectivement, on était un des rares pays à avoir le permis de conduire à vie, qui est quand même un permis de «tuer» entre guillemets. Enfin, la voiture peut vraiment être une arme, même quand c'est pas volontaire. C'est excessivement dangereux, et il faut rester maître de son véhicule. Donc il y a ceux qui font n'importe quoi, qui sont irresponsables, qui boivent au volant, qui prennent des stupes, et cetera. Et il existe déjà des lois pour ça, et il faut continuer de punir fermement ceux qui respectent pas la loi. Donc les irresponsables, et il y a les personnes responsables qui, voilà, respectent le code de la route, mais qui sont inaptes. Et donc là, on parle d'inaptitude, donc qui n'ont plus leurs réflexes, leurs capacités cognitives, physiques, sensorielles pour conduire en toute sécurité.
Et ça, on s'est jamais vraiment, attelé à ce problème-là en France, et c'est vrai que moi j'ai réalisé, à ce moment-là, après mon accident, qu'il fallait absolument mener ce combat, que c'était insensé de donner un permis de conduire à admettons, 18 ans, sans passer aucun contrôle médical jusqu'à sa mort, et donc c'est de là qu'est parti mon combat. Et est-ce que tu peux nous expliquer le rôle, qu'a joué ton entourage après l'accident? Comment tu te sentais émotionnellement? Ah, moi je suis passée par toutes les émotions, tous les états, la détresse, la tristesse, l'euphorie, d'être en vie aussi, parce que c'est quand voilà, il se passe un drame dans notre vie on réalise quand même aussi la chance qu'on a. Moi, j'ai tout de suite, vu que j'avais ma tête, enfin «toute ma tête» entre guillemets, que j'étais en vie, que je respirais, que j'allais pouvoir être debout à nouveau, et ça encore aujourd'hui, hein, je sais que je suis très privilégiée. J'ai une prothèse qui me permet de quasiment faire tout presque comme avant, et ça, c'est une chance. Mais ça a pas été un long fleuve tranquille. Aujourd'hui encore, ça n'en est pas un. C'est-à-dire qu'il y a des moments, comme tout le monde, il y a des mauvaises journées, et il y a beaucoup de nostalgie aussi de celle que j'étais avant, même si aujourd'hui j'ai quand même une vie, qui sort de l'ordinaire, et j'ai beaucoup de chance, encore une fois. L'entourage, il a été décisif pour moi. Beaucoup d'amour, autour de moi avec un A majuscule. Voilà, de ma copine Tiphaine, bien sûr, de ma famille, de mes amis, et aussi de personnes, que j'ai rencontrées, au cours de cette épreuve. Je pense à tous les soignants, qui se sont occupés de moi, qui sont sortis de leur rôle plus d'une fois, de juste simplement me soigner. Voilà, je suis extrêmement reconnaissante de toute la bienveillance, l'amour qui m'a portée pour me reconstruire, parce que je pense que c'est très difficile de traverser des épreuves très graves seule. Clairement, j'ai pas de solution à ça. Moi, j'ai eu la chance vraiment d'avoir du monde autour de moi, aujourd'hui encore, et c'est ce qui fait que celle que je suis aujourd'hui. Bien sûr, et on le rappelle évidemment, l'entourage, ça a un rôle, fondamental dans toutes les épreuves qu'on peut Mmh. traverser dans la vie, et merci encore une fois de témoigner sur, cette importance-là et le rôle qu'ils ont joué. Là, l'actualité en ce moment, c'est, la réforme du permis de conduire. Ton travail, on l'a dit, c'est de lutter contre le fait que le permis de conduire, ça soit illimité, toute la vie. Est-ce que c'est un soulagement pour toi, cette actualité? Oui, c'est une 1re victoire. Une 1re victoire, ça fait 7 ans que je me bats, que je donne beaucoup d'énergie à ce combat, voilà, et c'est vrai que je savais que ça allait être un long combat, qui n'est pas encore gagné, mais là, c'est vraiment une 1re victoire, puisque effectivement le Parlement européen a sorti une directive qui va imposer tous ses pays membres, donc la France, à mettre en place, des visites médicales dans les 3 ans à venir. Donc c'est-à-dire que c'est officiel, maintenant la France, elle a 3 ans pour prendre ses dispositions et mettre en place ses visites médicales, et quelque part quand j'ai reçu la nouvelle, je réalisais pas bien, parce que moi, le Parlement européen, je suis allée défendre le sujet il y a 1 an. Je me suis heurtée à beaucoup de lobbying, beaucoup d'obstacles, donc ça a été difficile, mais quelque part cette nouvelle, elle m'a rappelé que c'était pas en vain, et que cette visite-là au Parlement, voilà, j'ai pas dormi pendant 3 jours, j'ai parlé à tout le monde, je suis allée voir tous les partis politiques, même les plus durs, sans citer de nom, mais je me suis heurtée, voilà, à des trucs pas faciles, et c'est vrai que, voilà, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je me suis dit: «Enfin!» quelque part. Mmh. Ça m'a encouragée à ne pas baisser, ma garde, parce que quand on mène un combat aussi long, quel qu'il soit, il y a des moments forcément de flottement, de découragement, de perte d'énergie, en fait, où on se sent seul pour le coup, Mmh. et quelque part, voilà, cette nouvelle, elle est arrivée au moment où j'en avais besoin aussi, de relancer un peu la machine, voilà, l'instabilité, de notre pays politique, n'aide pas, à amener ce genre de sujet, en priorité, et oui, j'ai été, soulagée, d'apprendre ça, et ça m'a redonné la force pour maintenant, bosser le dossier, en France, parce que moi, il y a tout un travail de l'ombre qu'on voit pas, évidemment, pour écrire la loi. Donc on a écrit la loi, on a convaincu des députés. Donc là, la prochaine étape, c'est de mettre, le sujet à l'ordre du jour, à l'Assemblée, de voir les ministres, et cetera. Bon, voilà, tout un monde politique, d'ailleurs, j'ai appris à connaître, hein, parce que moi, je faisais mon devoir de citoyenne, je votais, mais ça s'arrêtait là, quoi. Je veux dire, j'étais pas du tout, dans ce milieu-là, et en fait, on se rend compte que, bah, un combat aussi, sociétal, hein, qui touche, la voiture, et cetera, c'est politique, et du coup, c'est du courage qu'il faut avoir.
Mmh. Et c'est pas facile. Ouais, mais merci de me faire mes transitions parce que j'ai vu plusieurs articles de toi effectivement où tu parles de courage politique Ouais. pour expliquer l'inaction, de l'État, du gouvernement sur, la sécurité routière et le fait d'être plus restrictif. On parle de ça du coup, pour toi, c'est du courage politique d'aller peut-être contre les lobbying dont tu parles? Totalement et puis, voilà, moi j'ai toujours dit et j'ai pas honte de le dire, moi toutes les personnalités politiques que j'ai pu voir de tous les partis, hein, à part quelques-uns qui sont vraiment très, très conservateurs, mais ils sont tous d'accord en «off» entre guillemets, donc pas publiquement pour dire: «Beh, oui, bien sûr, en fait, c'est vrai que c'est dingue que le permis de conduire soit délivré à vie sans aucun contrôle médical». Mais quand il faut aller plus loin, voilà, vraiment publiquement porter le Mmh. sujet, bah, là, d'un coup, il y a moins de monde et en faire une priorité. Parce que moi, comme je dis souvent, je ne suis pas députée, je ne suis pas élue de la République, je n'ai pas le pouvoir, d'un responsable politique. Donc, à Bien part sûr. faire du lobbying, convaincre les gens, leur dire: «Il faut faire ci, il faut faire ça», leur mâcher le travail, leur écrire une loi et cetera, je peux pas aller à l'Assemblée et défendre une loi, c'est pas mon métier. Et c'est là où je me heurte à un manque de courage. Parce que pourquoi? Parce que la voiture, c'est sacré en France. Quand on touche à la voiture, on touche à la «liberté» entre guillemets des gens, Mmh. à la mobilité, on touche à aux problèmes de ruralité, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui ne peuvent plus conduire dans les campagnes? Et on touche à un électorat. Ouais. Donc Mmh. c'est là qu'on parle de manque de courage politique. Donc voilà, moi j'essaye de donner de la force pour que ces personnes-là aient du courage, et en fassent une priorité parce que c'est vraiment ça, l'enjeu aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Mais alors moi, je me demande comment tu fais toi au niveau de ta charge mentale? Parce que Pauline, tu es athlète, tu es maman, tu es en couple, c'est aussi une charge mentale en vrai, c'est un entretien. Tu as un investissement émotionnel sans faille, Mmh. tu le dis, tu te sens parfois très seule dans ce combat. Tu dis, il y a des jours, tu dors pas quand tu vas au parlement pendant 3 jours tellement tu t'es impliquée vraiment et que quand il y a tous ces drames aussi routiers, je pense à j'ai plus son prénom malheureusement en tête, une jeune fille qui Cléo, a ma voilà, une merci petite fille beaucoup. que j'accompagne, Ouais, qui a été, fauchée dans oui, les oui, mêmes oui, circonstances que c'est moi, ouais. ça, je t'ai vu beaucoup prendre la parole dessus sur LinkedIn. Toute l'implication que tu as, c'est une charge mentale. Comment ça va en fait? Je refais la Léa Salamé. Non Ça va, mais comment non mais vraiment ça va parce qu'il et faut toi? en parler. Non, non, Non mais il faut en parler merci de parce que poser la question. c'est important. C'est pas facile tous les jours, mais en fait, pour moi, j'ai pas le choix, en fait, de mener tous ces combats à la fois, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Voilà, je me sens investie d'une mission depuis la 1re seconde où j'ai compris que j'allais rester en vie après cet accident et que cette mission, elle est tournée, pour les autres. Parce que je ne veux pas que ce qui m'est arrivé arrive à d'autres personnes et comme tu l'as dit, dès qu'il se passe un autre accident, ça me brise le cœur et ça me rappelle que j'ai pas encore réussi et ça a du sens et je pense que quand tu vis une épreuve comme ça, c'est donner du sens à ce qui n'en a pas. Là, on vient de terminer, par exemple, je pense à ça, on vient de terminer les commémorations du 13 novembre et ce qui m'a marqué dans les témoignages des rescapés, c'est ce sentiment, cette volonté de donner du sens à quelque chose qui est arrivé, qui n'a aucun sens, mais de le tordre et de le transformer. Et sans aucune comparaison, aucune, mais c'est vrai que moi, ça me parle quand j'entends ça. C'est vraiment, voilà, je suis en vie, il m'est arrivé un truc grave, mais maintenant je vais le transformer, je vais donner du sens, je vais être utile pour les autres et ça m'anime et ça me porte et puis, bah, encore une fois, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance autour de moi, donc ça donne de l'énergie, pour se battre. Et pour transformer et donner du sens, le tennis, ça a pris quelle place? Ah bah, le tennis, c'est devenu quand même ma vie, hein, je suis quand même, beaucoup sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en compétition à l'étranger. Le sport m'a sauvée, moi j'étais déjà une grande sportive, j'avais un bon bagage donc ça vient pas de nulle part. Mais voilà, j'ai décidé de faire du sport de haut niveau, donc c'est vraiment consacrer sa vie, à ça, viser les Jeux de Paris, où il y avait aucune garantie, d'y arriver, prochainement les Jeux de Los Angeles et le tennis, moi quand je joue au tennis, je me sens en vie, je me sens pas handicapée alors que je joue en fauteuil. Je me sens à ma place et ça, c'est très important. Je pense que il y a rien de pire que de pas se sentir à sa place et moi, je me sens quand même, la plupart du temps, beaucoup à ma place dans ma vie et notamment sur un terrain de tennis. Donc ouais, c'est quelque chose qui m'a sauvée, qui me porte, et qui donne du sens aussi à la vie que j'ai encore, aujourd'hui. Et qui est parmi, tes innombrables missions, au quotidien.
Non, mais le but, tu vois, parmi les missions, c'est le sport, c'est de transmettre ce virus-là aux jeunes. Mmh. Moi, dès que je peux, je vais dans les écoles, j'essaye de sensibiliser, pas forcément le parasport, le sport en général, en fait, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, sorti, la tête de l'eau, hein, en rééducation quand j'étais à l'hôpital. Je me suis mise à fond dans le sport et je suis l'illustre exemple que le sport peut sauver, une vie. Donc j'essaie de diffuser aussi ce message, partout où je passe. Léo, elle a eu son accident pour le coup avec sa maman avant moi. Donc voilà, malheureusement quand je l'ai rencontré, c'était déjà, arrivé. Et là, tu vois encore quand j'ai rencontré cette petite fille, je sa maman m'explique que, elle connaît pas les joies du sport, qu'elle est dispensée de sport. Le regard des autres, c'est compliqué par rapport à son handicap. Elle est amputée, très haute aussi, Cléo. Et je vois cette petite fille dans son coin et là, je me dis: «Mais il faut que j'intervienne, enfin, en tout cas, il faut que j'essaye de faire quelque chose pour cet enfant, quoi». Et donc voilà, je lui ai fait essayer le tennis fauteuil, encore une fois sans aucune garantie. Elle aurait pu ne pas accrocher et en fait, tout de suite, elle a le smile, Mmh. et elle se sent à sa place. Mmh. Et depuis, voilà, elle est devenue championne de France, elle, parle des jeux, elle a pris un chemin, de haut niveau certainement et je suis très fière d'elle. Mais ça arrive encore au quotidien qu'effectivement, il y a des accidents. Tu lis dans la presse les fameux faits divers, Mmh. où en fait, tu comprends que ces accidents, ils pourraient être évités, là encore, si une seule personne avait arrêté de conduire. Quand tu vois, malaise, inversion de pédale, contresens sur l'autoroute, tous ces accidents avec cette nature-là, où, en fait, il y a pas d'infraction commise réellement. C'est-à-dire que Ouais. c'est pas des jeunes, par exemple, qui ont pris de la drogue. Là, tu te dis: «OK, en fait, un contrôle médical, ça pourrait éviter ces accidents» et oui, ça me rappelle que j'ai pas échoué encore parce que j'ai pas fini ce combat, mais il faut continuer. Il faut continuer pour que ça n'arrive plus, en tout cas le moins possible. Ça, c'est vraiment mon seul objectif, quoi. Et tu arrives quand même à te préserver, toi, de tout l'impact émotionnel qu'il y a quand malheureusement, évidemment, il y a ce genre de drame que tu peux pas contrôler. J'ai appris à me préserver. J'ai appris de mes erreurs aussi, enfin mes erreurs. Je vais te raconter une anecdote, très tôt après être sortie de l'hôpital, j'ai un papa, qui me contacte sur les réseaux et qui me fait part du décès de son fils et qui avait le même âge que moi, dans des circonstances à peu près similaires et en fait, ça m'a énormément touchée, et on a commencé à se parler et je suis allée rencontrer cette famille, donc des parents endeuillés qui venaient de perdre leur fils et c'est là où j'ai réalisé qu'il y a parfois je suis impuissante en fait. Je peux pas consoler des parents qui viennent de perdre leur enfant, c'est impossible et j'ai senti beaucoup d'attentes de leur part, et c'est vrai que ça m'a bouleversée et j'ai vu la limite parce que, voilà, je pense que j'avais fait un transfert. Ce garçon, il avait mon âge, il était sportif comme moi et il y a eu ce truc: «Pourquoi lui et pas moi?» Pourquoi moi je suis en vie et lui il est plus en vie? Et là j'ai senti qu'il fallait faire attention quand même à soi, se préserver. Donc aujourd'hui, ses parents, on est encore en contact, voilà, mais ça, je l'ai plus refait, par exemple, parce que oui, il faut se préserver. On peut pas porter, la douleur de tout le monde. On peut la partager. On peut, essayer, voilà, de trouver des petits trucs pour, la supporter, l'accompagner, mais je et ça a été dur à accepter. Tu peux pas sauver tout le monde, Pauline, en fait. Tu peux pas aider tout le monde, ouais, tu peux pas, tu pas non et donc oui, il faut se préserver et pour ça aussi, j'ai mon entourage qui me rappelle à l'ordre parfois quand il faut que je me préserve. Parce Bien que sûr. sinon, moi, je peux, foncer droit devant et sans penser aux conséquences, plus tard. Donc il faut se préserver. Complètement. Toi, tu fais de ton mieux, tu essayes de sensibiliser, mais c'est pas toi qui fais les lois. Tu essayes de te faire entendre du mieux que tu peux et après malheureusement, il y a des choses qui ne nous appartiennent plus. Exactement. Mais t tout ce que tu fais au quotidien, c'est déjà énorme. Mais comme toi, hein, on a Non, chacune non, non. dans son domaine, hein. Non, Il non, faut. mais c'est clairement toi. Tu as un impact, j'imagine même pas les messages que tu dois recevoir. J'ose même pas imaginer. Bah, beaucoup de bienveillance, hein, encore une fois, beaucoup de force. Moi, ça c'est vrai que ceux qui me suivent sur les réseaux notamment, je sais que c'est des gens qui, voilà, qui m'envoient beaucoup de force et ça me fait beaucoup de bien. Il y a aussi beaucoup de personnes, dans des vies, compliquées, avec des problématiques compliquées Des témoignages, des témoignages de familles impuissantes, qui ne savent plus comment faire arrêter quelqu'un de conduire, qui s'en mmh. remettent à moi Ouais, et ouais, parfois c'est vrai que ouais. c'est lourd à porter parce que encore une fois, moi Tu pas toutes les je solutions, suis pas quoi. responsable politique, quoi. Je peux pas C'est ça, j'ai pas de baguette magique c'est ça. et voilà, mais moi
moi, ce qui me touche le plus, en plus maintenant je suis maman, c'est quand ça touche à des enfants. Quand il y a des enfants handicapés, quand il y a des parents qui viennent parce qu'ils cherchent des modèles et c'est hyper important d'avoir des modèles. Moi, j'ai dû en avoir aussi pour me reconstruire et ça, c'est vrai que c'est une mission, que j'ai envie d'honorer parce que je pense que c'est hyper important, que des jeunes enfants, se disent handicapés, se disent: «OK, il y a une vie après, et ça va être possible». Voilà, c'est donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est important, il faut le faire. L'espoir, Bien grave. sûr. Dis-moi, il y a beaucoup de médias qui te décrivent comme résiliente. Je te fais une petite analyse philosophique Vas-y, j'adore. et une petite question philosophique. Pour moi, la résilience, ça naît beaucoup du déni qu'on a réussi à transformer en acceptation. Est-ce que tu te retrouves dans cette analyse-là? Je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Heu, Sur nos épreuves? ouais, 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 ouais. Le déni, je sais pas si j'emploierais ce mot, mais en tout cas, effectivement, le process, c'est, ne pas, vraiment, sur le moment, conscientiser, Mmh. réaliser ce qui se produit. C'est-à-dire que moi, par exemple, Exactement. quand j'ai perdu ma jambe, il y avait des moments où je réalisais que j'avais perdu ma jambe et d'autres où tu planes. Bon, en Mmh. plus, j'avais des médocs, enfin, voilà, j'étais un peu shootée. Mais, tu dans un espèce d'état de déni peut-être, ouais, c'est à ce moment-là, qui mène vers une acceptation. Après l'acceptation, ça aussi c'est un très grand mot. Moi aujourd'hui, j'ai du mal à dire, «J'ai accepté, d'avoir perdu ma jambe», tu vois? Mmh. Alors que pourtant je vis bien, j'ai voilà, je suis sportive, j'ai une belle vie, mais c'est comme pardonner à ce monsieur d'avoir pris le volant et de m'avoir, fauchée. C'est pas linéaire, il y a des C'est ça, va-et-vient. c'est Ouais. ça. En revanche, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai chemin à prendre et effectivement, chacun fait comme il peut, donc tu parles de déni pour accepter ensuite. En tout cas, d'être, moi, ce que j'appelle en pilote automatique. C'est-à-dire Mmh. que moi, je me souviens des premiers jours à l'hôpital où tu es dans la machine à laver, des opérations et cetera. Bon, bah, c'est, au jour le jour, quoi. Mais j'ai envie de dire même à la minute par minute, seconde par seconde, moment présent et donc pas être dans le passé, pas être dans la projection, vraiment être, voilà, là, on m'enlève mon pansement, là, il y a quelqu'un qui vient me voir, action, action, action et je pense que j'étais, vraiment en pilote automatique et quelque part, c'est là où le cerveau, il est bien fait parce que, aujourd'hui, il faut vraiment que je me pose pour me souvenir de la douleur que j'ai pu avoir, des douleurs que j'ai pu avoir, des moments très compliqués, je m'en souviens. Mais je sens aussi que le cerveau, il a filtré. Il a essayé de mettre de côté tous ces mauvais moments, et c'est là où c'est bien fait parce que du coup, je suis pas en permanence à ressasser, toutes ces douleurs que j'ai pu avoir et puis aussi parce qu'il y a eu un travail de fait, psy, tu vois? Moi, j'ai fait de l'EMDR Ouais, ouais. pour, les flashs de l'accident parce que j'étais consciente. Enfin, il y a voilà, il y a tout un process à opérer mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. En tout Ouais, cas, c'était, c'est philo. vrai que c'est philosophique mais c'est assez juste, ouais. Et je me demande quand même, et je pense que beaucoup de gens se demandent, quand, on réalise qu'on n'a plus sa jambe après un accident où on est sur le trottoir, donc techniquement on ne risque rien, tout est détruit quelque part, Mmh. tout ce dont on croit, il y a plus, ça n'existe plus. Il faut reconstruire. Tu as 2 chemins, c'est je reconstruis mais complètement différemment sur des bases que je ne connais pas, ce que tu as fait, même si évidemment, et tu l'as dit, c'est pas linéaire et il y a des jours où, Des hauts et des bas, ouais. c'est compliqué d'accepter et on revient en arrière, on avance, et il y a le chemin où du coup, bah, il se passe plus rien et tu te laisses complètement aller. Tu arrives après tout ce temps à dire d'où t'est venue cette force de continuer et de J'ai te réinventer du coup? en fait, oui et non, moi j'ai quand même toujours été privilégiée, avant cet accident, j'avais des passions, j'étais entourée, voilà. Alors sur le moment, peut-être que je me disais pas tous les jours: «Waouh, la chance que j'ai d'avoir tout ça», mais en fait, dans ces moments-là, après l'accident, tu te dis quand même, j'ai de la chance, d'avoir eu tout ça et d'avoir eu du coup cet élan vital. Moi, j'ai toujours aimé la vie, j'ai toujours, profité, consommé, brûlé la vie comme on dit, dans tous les sens. Et c'est vrai que je pense ne jamais avoir perdu cet élan vital. Surtout encore une fois, quand j'ai réalisé que j'aurais pu mourir dans cet accident. Parce que ça, on me l'a dit, je l'ai pas intégré sur le moment. C'est à la naissance de ma fille notamment, où là, j'ai vraiment compris que j'ai vraiment entendu ce que tous les médecins m'avaient dit. C'est-à-dire que si j'avais pas gardé mon casque, parce que j'étais donc stationnée sur le trottoir, assise sur mon scooter garé et j'avais gardé mon casque parce que ça devait pas durer longtemps. Si j'avais pas gardé mon casque, je ne serais pas là
et voilà, ça on me l'a dit, redit et cetera, j'avais vu l'état de mon casque, j'avais compris. Mais c'est que quand ma fille est née que j'ai vu ce petit bout de chou et voilà, et je me suis dit: «En fait, j'aurais pu ne pas vivre ça». Donc là encore, on parle du pilote automatique. Donc c'est vrai que moi, j'ai jamais eu le choix, en fait. Je suis pas plus forte que n'importe qui. Toi, tu as vécu, d'autres épreuves et tu le sais mieux que personne, je pense. C'est que quand tu es dedans, tu fais face, en fait. Enfin, il y a comme un instinct de survie qui est plus fort que tout et tant que tu respires, que tu es en vie, bah, tu es animé par quelque chose de plus fort, en fait et ça te fait sortir des ressources, que tu imaginais pas. Moi, j'imaginais pas. Moi qui avais peur de tout, de l'hôpital, du sang, des accidents, je n'imaginais pas, pouvoir vivre ce que j'ai vécu, vraiment et pour répondre à ta première question, moi, j'ai tout de suite compris que ma jambe, c'était fini parce que j'ai été consciente, tout le long et d'ailleurs, j'ai eu ce moment, voilà, à regarder le ciel et à réaliser que, voilà, celle que j'étais avant, c'est terminé. Il va avoir un après, mais ça va être dur mais il va avoir un après. Voilà et après tu le réalises comme je le disais, il y a des moments où tu le réalises, tu le Mmh. réalises et puis tu l'oublies et puis tu le réalises et voilà, c'est des vagues qu'il faut traverser et avec le temps quand même, ça s'estompe. Je pense qu'il y a un temps incompressible. Moi, je suis pas la même que celle que j'étais il y a encore 1 an, 5 Mmh. ans, 3 ans et le temps fait son effet aussi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es fière de toi par Ah, rapport c'est à dur ça! tout ce que tu as réussi à C'est dur! traverser, à transformer? Et étant donné que le mot qui régente quand même tout ce que tu fais, c'est la transmission. Est-ce que tu le conscientises? Et est-ce que tu es fière quand même de tout ce que tu fais au quotidien? Il y a des choses dont je suis fière, ouais, voilà, on parlait de la petite fille Cléo, que j'ai rencontrée et quelque part à qui j'ai fait connaître les joies du sport, qui aujourd'hui, est épanouie, vit son handicap comme jamais elle l'a vécu avant. Ça, je suis fière parce que c'est un truc que j'ai réussi, quoi. Je C'est elle qui a fait tout le travail ensuite, mais oui, il y a quand même des petits événements où j'arrive à me dire, je suis fière d'avoir participé à Tu ça. impulses quelque chose Oui, d'important? mais parce que moi, avant, on m'a impulsé aussi quelque chose. Il y a comme un passage de relais. Moi, tout ce que j'ai reçu, encore une fois, à l'hôpital, Mmh. par les militaires, parce que j'étais à l'hôpital militaire, voilà, c'est de la force qu'on m'a donnée que je redistribue ensuite quand j'en ai été plus capable. Donc ça, je suis fière, mais c'est dur, c'est dur pour moi de le dire. Surtout que j'ai pas encore réussi, voilà, j'ai pas eu de médaille d'or aux Jeux, j'ai pas encore eu, cette loi qui est passée donc voilà, on verra peut-être quand ça arrivera, j'espère. Peut-être que je pourrais le dire. Tu es exigeante. C'est bien. Très, Ça, très, c'est oh les là là. sportifs, ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le haut niveau. Il faut être, perfectionniste. Ton documentaire et du coup ton livre porte le même nom, c'est Impossible. Ou possible, on sait pas. C'est vrai que le 1, IM, c'est entre parenthèses. Ouais, ouais, ça dépend comment voilà, c'est transformer l'impossible en quelque chose de possible parce que c'est ça qu'il a fallu faire, en fait. C'est sur le papier, c'était impossible et petit à petit, on a barré le IM. En fait, est-ce que c'est parce qu'on dit depuis le départ que c'est par vague, Ouais, c'est pas linéaire? non, Il y a c'est des exactement moments où ça. pour toi tout est possible, il y a des moments où ça devient impossible et il y a pas une seule réalité dans Ouais, cette histoire. c'est ça. Puis après aujourd'hui, quand il y a des trucs impossibles, bah, ça me donne encore plus envie de les rendre possibles, tu vois? Ça devient un espèce de sport à part entière. Plus on va me dire que c'est impossible, plus je vais avoir envie de le faire finalement. Donc toujours d'être dans le dépassement. Alors après, encore une fois, on parlait de se préserver, hein, il faut quand même faire attention, hein, on va pas non plus, risquer sa vie à chaque fois. Mais voilà, d'essayer de dépasser ce statut d'impossible, et moi, à la fois dans le livre et le documentaire qui sont 2 œuvres entre guillemets à part entière, j'ai voulu impérativement tout de suite montrer et parler de l'envers du décor. Ce que moi j'appelle l'envers du décor, c'est: «OK les gars, là vous me voyez, je souris, j'ai une prothèse, c'est génial, mais j'en ai vraiment chié. Ça a été très dur, j'ai eu mal et je vais me montrer en train de pleurer et d'être dans le dur parce que c'est la réalité et que je ne suis pas, une super héroïne, je suis comme vous et regardez par quoi on passe. Voilà, rester humble, et être dans la vérité. Pour moi, c'était Mmh, très important de montrer cet envers du décor et sans être dans le pathos non bien plus, sûr. hein, mais voilà, dans le documentaire, il y a des moments, difficiles, hein, moi, il se trouve que je tournais je tenais un journal comme un journal de bord, avec mon téléphone où je livrais, on va dire,
mes états d'âme, mes douleurs, mes craintes, mes doutes et voilà et par la suite, on a décidé d'en faire un documentaire justement pour, aussi remettre les choses à leur place et montrer le chemin de la reconstruction qui est le mien, mais qui peut s'appliquer à d'autres personnes qui sont elles-mêmes dans une situation où il va falloir se reconstruire. Bien sûr. La vérité, ça serait pas la vulnérabilité, si je te suis? Ouais, bien sûr. Mmh. Mais c'est encore dur pour moi de me montrer vulnérable. D'ailleurs, le documentaire, quand je l'ai vu, ça a été difficile pour moi, voilà, l'avant-première, il y avait des gens importants dans la salle, j'ai pas envie que tout le monde me voie dans cet état-là. Mais en même temps, peut-être que je suis fière dans ces moments-là, tu vois? Mmh. Tu me posais la question tout à l'heure d'arriver à, voilà, à l'avoir montré, parce que je pense que c'est être transparent, Mmh. voilà. Aujourd'hui, dans notre société, on est vachement dans la vitrine, les réseaux sociaux, on montre que le beau, Ouais. l'esthétisme. Bah, comme le handicap, c'est une différence qui peut être belle et montrer la réalité, pleurer, c'est normal et ça fait partie du truc et je pense que, on est plus dans la vérité encore une fois et la vulnérabilité, quelqu'un m'a dit un jour, «Être fragile, c'est une force». Donc être vulnérable, c'en est une finalement. J'ai encore du mal à l'accepter, hein, à méditer. Mais j'adore! Mais pourtant, ça te paraissait évident de le faire. C'était l'approche que tu as choisie dans le Ouais, documentaire. C'est que spontanément, tu vas aussi vers cette authenticité-là. Pour toi, c'est ouais, un devoir d'honnêteté envers les gens? ouais, c'est exactement ça. Ouais, 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 c'est j'adore. exactement ça. Je Hyper pense inspirant. que, voilà, c'est sans filtre Ouais, et c'est ce que je suis. Moi, je suis assez spontanée, je suis ouais, ça assez se sent. je J'adore. pense en tout cas. Après j'ai plein de défauts, hein, mais en tout cas, oui, j'aime bien quand on est dans le vrai et ça suppose aussi de montrer, les moments difficiles. Bien sûr. Bien sûr, ça fait partie de l'histoire, en fait, Ouais, tout ça fait partie de simplement. l'histoire, exactement. J'ai prévu une dernière question. On en a un peu parlé en off, c'est ton coming out. Ouais, Est-ce que j'en ai tu pas eu. J'ai Eh pas eu ben de coming voilà, out. mais est-ce que tu es OK pour, développer Ouais, oui, quelque chose oui. qui ne s'est pas passé? Quelque chose qui s'est Ben passé. en fait, parce qu'on s'est connus, on s'est, vus physiquement pour la première fois parce qu'on se parlait sur LinkedIn, au gala de la Fondation Le Refuge, qui Mmh. font un travail incroyable, Incroyable. ils hébergent, ils accompagnent les jeunes LGBT+ qui sont virés de chez eux par leur famille. Mmh. Je suis leur ambassadrice, je les aime, ils sont exceptionnels. Et en fait, c'est vrai que nous, on discutait tout à l'heure en off, du fait que tu n'as pas forcément eu de coming out, mais que pour autant, ça ne t'a pas forcément facilité. Familialement, c'était compliqué avec ta maman. Mmh. Toi, ça t'a mis inconfortable. Bien T'as pas sûr. été rejetée de chez toi, mais t'étais pas Non. confortable pour autant. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu nous contextualiser ça? Bien sûr, moi déjà depuis que je suis depuis toute petite, depuis, j'en parle dans le livre, hein, d'ailleurs, je le raconte, depuis que je suis au parc, je fais, mon intéressante comme un petit garçon peut faire son intéressant. Je suis tournée vers les filles quoi, voilà, enfin mais sans jamais mettre de mots là-dessus. Oui, je me rendais bien compte que les filles autour de moi, elles étaient plus vers les garçons, moi c'était pas ça. Bon, et voilà, effectivement, quand ma famille apprend que j'aime les filles, déjà c'est ma sœur qui voilà, qui regarde dans mon portable, donc ça se fait vraiment d'une manière, brutale, pour tout le monde, y compris pour moi qui, encore une fois, n'avait jamais mis de mots, Mmh. genre, «J'aime les filles». Moi, j'étais avec une fille, j'étais amoureuse et voilà, c'est tout quoi. Il y avait pas d'étiquette, il y avait pas de je m'étais jamais posé de questions, plus tard sur les enfants. C'est juste que oui, j'avais toujours aimé que ça quoi, Mmh. aucun doute là-dessus, et donc effectivement, ça a été un tsunami quand même dans la famille, parce que je pense que déjà on n'était pas à la même époque qu'aujourd'hui, ou alors je dis pas que c'est plus facile, hein, mais Mmh. voilà, donc c'était compliqué, surtout pour ma maman, ma sœur, les figures féminines de la maison et en fait, avec le temps, moi j'ai dû grandir d'un coup, comme après l'accident. Alors je compare pas les 2, mais c'est vrai que, il y a eu une espèce de diffusion qui moi m'a permis de m'assumer, d'être plus libre. Là, pour le coup, de mettre un mot, de dire en fait: «Bah ouais, il se trouve que j'aime les filles quoi». Mais tu vois, à la fois, moi j'ai toujours eu cette spontanéité, ça je le dis souvent, c'est-à-dire que, je pense que moi les étiquettes c'est pas du tout mon délire Mmh. d'étiqueter les gens, de se dire, «J'aime ci, j'aime ça». Moi quand j'allais dans une soirée et qu'il y avait une fille qui me plaisait, je me disais jamais: «Est-ce qu'elle aime les filles?» Mmh. J'étais plutôt dans le: «Est-ce que je peux lui plaire?»
Bon, bah, c'est peut-être pour cette raison-là que je suis qu'avec des filles hétérosexuelles. Je ne sais pas. L'audace! Bon, en tout cas, ça Bah, jusqu'ici, pas tant ça que a ça, marché. du coup, hein, pas Ouais. tant hétéro que ça, hein, du coup. Ah bah, elles te diront que si. Bah, du coup, c'est flatteur, hein, parce que ça veut dire que je suis la seule, tant mieux. Mais en fait, ça dit quoi? Ça dit vraiment l'approche que j'ai toujours eue par rapport à cette orientation sexuelle qui, pour moi, n'a jamais été un sujet. Mmh. Et c'est là où je me dis que j'ai de la chance parce que oui, ça a été compliqué à un moment donné dans ma famille, mais je veux dire, ça a jamais été un traumatisme. Je veux dire, j'en ai pas souffert comme là, on parlait du refuge, des jeunes qui, sont dans une souffrance et une détresse absolue. On a entendu des témoignages mais de jeunes c'était, mis à la mais rue par leur famille, c'était mais hyper poignant, quoi. c'est fou de se Ouais. dire que ça existe encore, enfin vraiment et c'est pour ça que je dis moi j'ai de la chance et j'ai de la chance de le vivre bien, d'avoir évolué aussi dans un monde professionnel parce que je travaillais dans le domaine audiovisuel où c'était pas un sujet non plus. Mmh. En fait, ça a jamais été un sujet, quoi. Et Mmh. j'ai jamais été victime d'homophobie, ou alors Mmh. je pense que je ne le voyais pas. Je Mmh. pense que c'est plutôt ça. Ouais. Tu vois, on parlait de fil tout à l'heure. Je pense que je m'en suis toujours pas souciée. Mmh. Donc je sais que j'ai de la chance, mais je sais aussi que c'est pas le cas pour tout le monde. Mmh. Et c'est pour ça que, bah, voilà, tu parlais de la soirée du refuge. Moi, j'étais ravie voilà, d'être là, de participer à des gens qui essaient de rendre notre monde meilleur, quoi. Parce que c'est important. Ouais, des travailleurs sociaux, des bénévoles, Ouais. des personnes qui, œuvrent Bah, des gens pour, comme toi, en mais fait, hein. j'allais dire comme toi! Je te jure, j'allais dire comme toi! J'allais faire ma transition, des gens qui œuvrent pour l'impact et dans la transmission comme toi. Ouais, comme ouais. Voilà, bah, écoute, mais vraiment, mais merci pour ce moment. Merci pour ce que tu incarnes. Merci à Moi, je te le dis, je trouve que c'est éblouissant, vraiment. Tu t'es recréé tel un phénix et en fait, tu pas fait que ça parce que et ça aurait été complètement OK parce qu'il y a pas d'injonction quand Non, oui. tu vois, on gravit des fortes épreuves à se dire: «Je dois C'est OK d'aller incarner». mal. C'est OK Oui, d'aller mal. ou alors se dire: «Je dois être l'étendard d'un sujet» et du coup, Ouais. le rendre public et avoir un impact. Non, on peut déjà se concentrer seulement sur sur sa souffrance, guérir et rester seul. Mmh. Toi, tu as réussi à recréer, une nouvelle vie avec des nouvelles habitudes et des nouveaux projets et en plus de ça, je sais même pas où tu trouves la puissance à transmettre cette force-là à des personnes, à aller au gouvernement, à aller en télé, à venir faire des interviews et je trouve que C'est la vie qui non, mais reprend c'est le ouf. dessus. C'est souvent ça que je dis. C'est la vie qui doit reprendre le dessus. Ouais, mais il faut une puissance, mentale pour ça quand même. Il faut avoir énormément de ressources. Donc voilà, bravo, Bah, merci. bravo, Merci. bravo, bravo pour tout ce que tu incarnes, Merci vraiment beaucoup. et tout ce que tu transmets. Ça s'appelle Check le média. Est-ce que ça te va qu'on se fasse un petit check de fin? Bah, bien sûr. Trop bien. Allez, check. Yes, merci beaucoup pour Merci à tout. toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi aussi.